les installations sportives comme outil de recrutement. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport, la business avec enjeux et perspectives. Et c'est parti. Je vais faire un petit podcast pour discuter avec vous, un peu philosophiquement, de l'espèce de business de sport universitaire américain. Et quand je dis l'espèce de business, c'est parce que c'est-tu du sport, c'est-tu de la compétition, c'est-tu formateur, académique, éducatif ou amateur, ou c'est simplement du sport professionnel déguisé. J'ai vu cette semaine, comme vous tous, j'ai tweeté là-dessus, LSU, ça c'est Louisiana State University, les Tigers, une des grosses machines de football universitaire américain. Ils ont un excellent programme de basketball. Shaquille O'Neal est originaire de LSU au basketball, pour vous donner une idée de l'importance du programme. Ils sont des rivaux éternels avec Auburn, avec Alabama, avec Clemson, avec les équipes de la SEC, la Southeastern Conference. Ça, c'est une des conférences les plus performantes, surtout à cause de la présence d'Alabama. LSU a installé, au coût de 28 millions de dollars, ce qui ressemble à des sièges de première classe d'un avion comme vestiaire des joueurs. C'est-à-dire que chacun des joueurs, puis en connaissance de cause, je vous le dis, là, dans une université américaine de ce format-là, il peut avoir facilement 125 joueurs dans l'équipe. Et il y en a peut-être parfois plus, parfois moins. Il y en a souvent 100 ou plus qui sont habillés pour un match et beaucoup ne jouent même pas. Puis c'est un gros programme. Il y a 85 bourses d'études disponibles. Fait qu'on part déjà à 85, puis on augmente en plus de ça. Mais ils dépensent beaucoup d'argent. Les gens se posent la question, pourquoi cet argent-là n'est pas remis aux athlètes? Au lieu de dépenser 28 millions, ça c'est un exemple, il y en a des coûts de 50 millions qui ont eu lieu en Alabama, à Clemson, à Miami récemment, UCLA, Penn State, Michigan. Je peux vous en nommer, il y a à peu près facilement 25 grosses machines de football universitaire qui attirent 80, 90, 100 000, 110 000 personnes. C'est une grosse business. C'est vrai que les billets sont plus abordables, mais quand on a 7-8 matchs à domicile, puis tu vends ça à 40, 50, 60 $ le billet, puis tu as 100 000 personnes à chacun des matchs. Ça, c'est des revenus, plus la télé, plus les produits dérivés. Encore une fois, c'est souvent sur le dos des athlètes. Fait que la question est là, est-ce qu'on devrait payer les athlètes ou non? Ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Puis tout le monde a des points de vue différents, puis des opinions différentes là-dessus. Je ne suis pas ici pour vous donner la vérité juste là-dessus. Je veux juste essayer de commencer un dialogue, une discussion à cet effet-là. C'est clair qu'on ne peut pas payer des salaires à des joueurs amateurs, des joueurs universitaires. Parce que c'est pas logique quand on pense qu'ils ont quand même une bourse d'études qui peut valoir entre 50 et 70 000 $ par saison pour une période de 4 ans pour obtenir un bac. Bourse d'études, ça inclut les livres, les frais de scolarité, les dépenses qui sont académiques, si on veut, le logement et généralement 2 repas par jour. Alors, c'est quand même un bon deal, une bonne affaire. Mais on veut des athlètes qui vont aider à gagner des matchs qui valent des millions de dollars. On veut participer aux matchs télévisés sur les chaînes nationales. On a beaucoup d'argent à retirer de ça. On veut participer à des bowls en fin d'année et obtenir des millions de dollars en récompense de participer à ces matchs-là. La NCAA, National Collegiate Athletic Association, c'est l'entreprise qui supervise, qui est un peu la fédération sportive des sports universitaires américains. À la fin, c'est quand même l'école, l'institution académique qui a un programme sportif et dans lequel le programme sportif peut avoir jusqu'à 25 à 30 disciplines sportives différentes. Puis on sait tous aussi que c'est seulement 2 ou 3, généralement, le football et le basketball. Parfois, ça peut être un autre sport comme le hockey, comme le baseball, mais à moindre effet. Surtout football et basketball, qui payent les factures de tous les autres sports, qui ne vendent pas assez de billets ou de commandites, ou qui ne génèrent pas assez d'argent, si ça en est, là, mais qui ont quand même des dizaines et des dizaines et des dizaines d'athlètes qui doivent obtenir une bourse d'études équivalente à celle des joueurs de football ou du basketball. Fait que là, de là à penser qu'on peut se mettre à payer tous les joueurs, tous les athlètes, non, ça serait injuste, ça serait pas rentable non plus, ça vaudrait pas la peine de le faire.
ce dossier-là va pas se poursuivre longtemps. Le dossier, cependant, d'offrir une certaine forme de compensation, ce qu'on appelle en anglais un stipend, une allocation, si on veut. Ah, ben ça, c'est un dossier qui est constamment disputé. Et on s'approche, à mon avis, d'une réalité où certains athlètes de certains sports auront assez d'argent de poche. On ne parle pas d'un salaire, là, on parle d'argent de poche pour les aider à vivre mieux sur un campus, d'aller au restaurant de temps en temps, de sortir, de retourner à la maison puis de se payer de l'essence pour leur voiture et ainsi de suite. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus de cas comme ça. Puis là, on va arriver à une conclusion parce que l'argent, là, on parle de milliards de dollars. On parle de milliards de dollars pour la business de la NCAA. Je vous ai parlé souvent du March Madness. C'est un tournoi de 3 semaines. En 3 semaines, CBS puis ESPN, ça verse plus d'1 milliard de dollars annuellement à la NCAA pour un tournoi de 3 semaines. Puis ça, c'est sans compter la saison régulière, et ainsi de suite. C'est beaucoup d'argent. Ça ne donne rien de même se mêler dans les chiffres. Ce qui est clair, c'est qu'il y a assez d'argent pour tout le monde. C'est vrai que beaucoup d'universités, avec le coût à gérer 20, 25 et 30 programmes sportifs, beaucoup d'universités ne font pas d'argent avec leur service des sports. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a des exceptions, puis je dirais que c'est probablement autour de 10% ou moins des programmes sportifs qui payent tous les sports puis qui font quand même de l'argent à travers les 230 quelques universités de Division 1 aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pas comme si ça coûte rien payer l'équipe de tennis, l'équipe d'athlétisme, l'équipe de natation, l'équipe de plongeon, l'équipe de lacrosse, l'équipe de soccer. Ce sont des sports qui sont très populaires, qui sont très importants pour les athlètes garçons et filles, mais qui malheureusement ne génèrent pas la même publicité, notoriété à l'échelle nationale comme une ligue professionnelle le fait. Mais le football et le basketball, il y a des programmes qui peuvent générer entre 150 et 175 millions de dollars juste avec une ou deux de ces équipes-là dans l'institution. Mais elles aussi doivent payer pour les factures des autres. Alors, comment on les compense? Ça veut-tu dire qu'une athlète qui joue à la crosse féminin vaut moins cher pour l'institution, pour l'université, qu'un demi-offensif qui vend des centaines et des milliers de chandails par année au bienfait de la NCAA et de l'université? Ben, je suis obligé de dire que dans un cas comme ça, oui. Est-ce que des athlètes qui jouent au basketball comme Zion Williamson à Duke valent plus pour la crédibilité, la notoriété, le prospect que Duke veut avoir de devenir une institution nationale qui attire des jeunes étudiants et étudiants athlètes qui veulent appliquer à l'université? Bien, probablement que Zion Williamson, c'est un des meilleurs ambassadeurs pour une université comme Duke. Beaucoup plus que le garçon qui a une bourse d'études pour faire du canot-kayak à l'institution. Évidemment. Puis c'est pas une critique, puis c'est pas une discrimination, puis c'est pas une façon de séparer. C'est la réalité de la consommation de sport. Et il faut accepter ça. Donc, on n'a pas les moyens de payer des salaires, mais on a le moyen de trouver une façon de récompenser des athlètes de différentes disciplines de façon normale et réaliste et raisonnable, sans pour nécessairement changer la donne puis mettre le système à terre. Parce que c'est clair, encore une fois, pour moi, pour l'avoir vécu, qu'une bourse d'études parfois n'est pas suffisante pour un jeune qui est originaire d'une famille au seuil de la pauvreté, qui obtient une bourse pour son talent de joueur, quelque sport qu'il soit. C'est clair que parfois, il y a besoin d'aide financièrement ou elle a besoin d'aide financièrement pour s'en sortir. Puis les universités ont le moyen de le faire. La question, c'est quel est le mécanisme qui va être mis en place pour faire avancer ce dossier-là. Parce que quand on regarde ce que LSU a fait, on peut bien argumenter que c'est de l'argent de dons privés. Il y en a de l'argent de dons privés. C'est sûr parce que les anciens des universités américaines sont très généreux et redonnent beaucoup à leurs institutions. Surtout des gens qui ont connu beaucoup de succès par la suite, financièrement, comme entrepreneurs ou comme gestionnaires qui sont très riches, ils re-signent des chèques de centaines de milliers de dollars. Ça aide à payer ces factures-là pour les installations. Mais les installations sont généralement réservées aux athlètes de pointe, aux athlètes de ces sports-là,
comme le football et le basketball qui en bénéficient toujours plus que d'autres. Je me rappelle de l'histoire de M. Terry Pegula, qui est le propriétaire des Sabres de Buffalo, propriétaire aussi des Bills de Buffalo, un ancien gradué de Penn State. Il adore le hockey. Penn State, à l'époque où j'étais là et à l'époque par la suite, n'avait pas une équipe de Division 1, pas au hockey en tout cas. Puis à un moment donné, lui, il s'est décidé, il y a à peu près une quinzaine d'années, de dire non, je vais appuyer. J'ai signé un chèque pour, je pense, ça a totalisé 115 millions de dollars US pour faire construire un nouvel amphithéâtre et faire sûr et s'assurer plutôt que l'équipe monte en Division 1 et se mette à compétitionner avec les grandes équipes de Division 1 au hockey universitaire américain. Ça a été réussi. Et quelques années plus tard, Penn State est devenu très compétitif grâce à la générosité d'un seul donateur. Alors, des cas comme ça, il y en a partout. Puis c'est vrai que c'est un facteur, puis c'est pas de l'argent de l'université nécessairement à chaque fois, mais c'est de l'investissement dans l'infrastructure, dans les installations. Ça sert à recruter les meilleurs athlètes. On veut que les jeunes fassent des choix sur les installations, les centres de pratique où ils vont passer énormément de temps ensemble, énormément de temps dans leur vie quotidienne. Alors, on veut que les universités attirent les meilleurs, donc on leur offre des installations qui sont fabuleuses, flamboyantes, spectaculaires, souvent meilleures que les équipes professionnelles. Pour en avoir vu dans tous les sports, les universités américaines ont des moyens parfois que les équipes pro n'ont pas. Ça, c'est sans contredit. Alors, ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte que les universités veulent continuer d'en mettre parce qu'ils savent que ça aide à mener au but ultime. Et le but ultime, c'est ça la question. Est-ce que c'est la victoire à tout prix? C'est la question qu'il faut qu'on se pose toujours parce qu'on met tellement d'énergie à gagner dans le sport universitaire américain, souvent au détriment de cette espèce d'égalité-là, de cette espèce de compétition plus saine. Mais on est tous dans un univers comme ça, dans chaque phase de nos vies, c'est toujours pour être le meilleur, c'est toujours pour performer, c'est toujours pour gagner. On veut tous gagner plus d'argent dans nos salaires, on veut tous avoir le meilleur deal possible dans tout ce qu'on touche. C'est pas différent dans le sport américain. C'est un sujet qu'on peut discuter en long et en large. Je vous invite à communiquer avec moi sur mon compte Twitter, @RealRayLalonde. Si vous écoutez le podcast, partagez-le. Les opinions sont importantes. Je suis toujours disponible. Je n'ai pas la réponse à tout ça. J'ai une opinion. J'ai un peu d'expérience là-dedans. J'ai une perspective et j'analyse ça de façon vraiment objective pour partager ça avec vous. Merci de votre attention. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.